Estét kívánok, üdvözlöm Önöket a Francia Intézetben. Frédéric Krause, Bonjour, je suis donc Frédéric Krauser, directeur de l'Institut français. Je parle malheureusement pas bien hongrois. Enfin, je parle un tout petit peu. Donc, ce soir à l'Institut français pour un bel événement. On est absolument enchanté de recevoir dans nos murs l'Institut du Danube pour une toute première fois, mais vous pourrez le dire aussi. Et tout de suite, je vais laisser la parole à Madame Andreani, ambassadeur de France en Hongrie. On fait une introduction à deux voix, en voilà, fait. Deux voix, voilà, c'est comme le piano. Exactement. C'est pas aussi beau, c'est pas aussi beau. Voilà, non, simplement, comme vient de vous le dire le directeur de l'Institut, on est très heureux de vous accueillir ici ce soir pour un débat qui va tout à fait dans le cadre de ce qu'organise l'Institut et de ce à quoi nous attachons beaucoup d'importance avec l'ambassade, qui est tout ce débat d'idées si utile. Et donc, je remercie tout particulièrement l'Institut du Danube, M. O'Sullivan, dont je comprends qu'il a été le metteur en scène, on peut dire, ou l'organisateur de cet événement. Nous sommes très heureux de faire cela autour de Mme Roselyne Chenu et d'accueillir Maria Iliesh, que j'ai déjà eu le plaisir de rencontrer, l'ambassadeur. Alors, je sais que János Savai a fait beaucoup de choses, mais pour moi, il reste un ancien ambassadeur de Hongrie en France, et puis Magda Szabó, que vous connaissez tous, qui va animer nos débats. Voilà, donc je vous remercie tous. Encore une fois, nous sommes très heureux de vous voir participer à cet événement qui est un bel exemple de relations franco-hongroises, même si on ne va pas uniquement ce soir parler hongrois et français. C'est ce que je comprends. Voilà, bonne soirée. Your Excellency, distinguished guests, ladies and gentlemen. Votre Excellence, Mesdames et Messieurs, chers invités, permettez-moi au nom de Danube Institute et au nom de Hungarian Review, je remercie Son Excellence, Madame l'ambassadrice de France en Hongrie. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir organiser cet événement avec l'Institut français. C'est un événement rare, puisque nous allons finalement faire le tour d'une initiative très intéressante et qui était donc intéressante du point de vue de la politique. Et c'était également un succès politique. On parle donc du Congrès pour la liberté de la culture. Notre invité principal, c'est Roselyne Chenu, qui est donc poète, qui a été également impliquée dans la politique. Je ne peux pas dire qu'elle était en tout cas, je pourrais dire qu'elle était une partisane de la pensée, de la liberté de pensée à l'issue donc de la Deuxième Guerre mondiale. Quand les Soviétiques avaient encore un prestige moral important et l'avenir paraissait être communiste, Moscou a lancé plusieurs initiatives européennes où il a encouragé des écrivains, des intellectuels à les rejoindre pour condamner le colonialisme et pour condamner le monde occidental. Au début, ils ont rencontré du succès avec cette initiative. Ils ont réussi à ranger de leur côté des intellectuels européens. Et c'est pour ça que ce congrès a été fondé pour pouvoir donc faire barrage à cette initiative de Moscou. Et c'est ainsi que des penseurs, des intellectuels européens ont été encadrés et ont commencé donc à travailler dans le cadre de ce congrès. Le point le plus important, c'était que finalement, il restait donc un contact permanent entre les intellectuels du monde communiste et du monde libre de l'époque. Et donc, Roselyne Chenu, dans le cadre de son livre édité récemment, essaye de rappeler cette période. Elle faisait partie donc de l'ensemble de ces intellectuels qui ont
fait paraître des publications samizdat qui étaient pourchassées donc dans la partie orientale de l'Europe. Et quand des intellectuels ont été persécutés dans le monde oriental, dans le monde communiste, ces intellectuels donc ont attiré l'attention sur ce fait. Et donc c'était une sorte de mission de solidarité. Ce congrès donc a également fait paraître beaucoup de publications très intéressantes, Breuf en Allemagne, mais également en France, en Australie. Il y avait donc des journaux, en tout cas des magazines qui ont été édités. Il ne s'agissait pas de publications de propagande, mais il s'agissait effectivement de magazines qui assuraient donc la possibilité de réflexion commune et la possibilité de dialogue entre les intellectuels. Donc, au lieu de parler d'idéologie, il parlait surtout de dialogue. Nous avons organisé cette soirée ici à l'Institut français, et un institut qui continue à chérir cette tradition française du dialogue et de la culture française. Je pense que nombreux devraient être ceux qui reprennent cet exemple de l'Institut français. Dans son livre, Martha Bell se pose la question si la diplomatie culturelle formelle est en déclin et qu'aujourd'hui, parmi les diplomates, il y a de moins en moins de personnes qui s'intéressent aux cultures classiques, aux expositions, ainsi de suite, aux différents événements culturels. Moi, je pense que c'est regrettable, puisque ainsi nous avons moins accès aux différentes œuvres culturelles et aux différentes idées intellectuelles. On peut transmettre, bien entendu, l'idée de la grandeur de l'Amérique ou du monde occidental, mais en tout cas, le fait que les diplomates occidentaux se réchignent à aller dans ce sens est dommage parce que on considère que ces débats ne sont plus politiquement corrects. Donc tous ceux qui travaillent dans la diplomatie culturelle, ils se trompent de chemin selon de nombreuses personnes. Depuis quelques décennies, il est clair que la musique classique occidentale est en train de faire un carton en Asie, et on voit bien avec l'émergence de noms d'acteurs majeurs. Il y a 12 ans, j'ai eu la chance d'être à Hanoï et un piano concerto a été présenté par un auteur local. Et dans la deuxième partie, il a également présenté des œuvres de Lehar, Schwartz, et ainsi de suite. Mais en tout cas, il fallait dire que le public, c'était uniquement de jeunes Vietnamiens, et ces jeunes Vietnamiens étaient ravis d'accueillir ces œuvres, notamment les valsers. C'était donc un très grand succès. Mais ils ont également applaudi le directeur de l'entreprise multinationale qui a financé l'événement. Est-ce qu'il s'agissait d'une entreprise autrichienne? Non, il s'agissait de Yamaha. Donc aujourd'hui, dans ce monde où il y a un très grand lutte entre les différentes entreprises multinationales, nous ne pouvons pas plus nous baser sur ces entreprises multinationales pour soutenir notre culture. En tout cas, les les étudiants de Hong Kong, par exemple, nous offrent le message suivant. Ils veulent plus seulement entendre parler de Walzer, mais ils veulent également entendre parler des idées européennes. Je pense que nous allons revenir sur l'ensemble de ces idées lors de notre soirée. Merci de votre attention. Merci pour vos propos de bienvenue et de beaux résumés également. Et les premiers mots sont ceux de remerciement. Nous remercions Danube Institute, l'Institut de Danube et la Fondation Mbotiani de rendre possible cette rencontre avec Roselyne Chenu. La participation de Hungarian Review, dont je salue ici le rédacteur en chef, et Orsolya Németh, qui a publié déjà un article
sur le livre de Roselyne Chonu dans le dernier numéro de Hungarian Review. Nous remercions également l'Institut pour nous offrir généreusement son auditorium. Et je salue évidemment tout le monde. Et je vois des habitués de l'Institut, mais je vois beaucoup de visages inconnus aussi pour ce lieu. Permettez-moi de vous présenter les participants de cette table ronde. Tout d'abord, comme j'ai déjà évoqué, Roselyne Chenu, l'auteur de livres d'entretien en lutte contre les dictatures, le Congrès pour la liberté de la culture, publié aux éditions du Félin à Paris. Roselyne Chenu était responsable du programme européen du Congrès et collaboratrice du poète Pierre Emmanuel. Elle va encore parler de lui, avec qui ils ont créé par la suite une fondation aussi, et dont elle a été la secrétaire générale. Mario Ilyich, historienne de l'art, et János Szávai, professeur de littérature comparée et ancien ambassadeur de Hongrie en France, qui était témoin de l'activité du Congrès et bénéficiaire éventuellement de certaines de leurs actions. Et John O'Sullivan, il ne faut peut-être pas présenter au public presque un Hongrois d'adoption. Il vit aujourd'hui entre Alabama et Budapest, président de l'Institut de Danube, ancien conseiller également de Margaret Thatcher, journaliste et expert de nombreux quotidiens anglais et américains, ancien vice-président de la radio Europe Libre, pour ne pas énumérer que quelques de ses fonctions multiples. Chère Roselyne, la première question, évidemment, est à vous. Je sais qu'on vous pose souvent la question « Pourquoi avez-vous écrit ce livre ?» Après l'avoir lu, je pense que pour vous, il était presque une obligation morale d'écrire cela. C'est pour cela que moi, je formule un peu différemment ma question, et en tout cas, la question pour moi est un peu différente. Pourquoi, après 40 ans de la fin du Congrès, avez-vous trouvé important d'écrire ce livre, et quels étaient éventuellement les derniers éléments qui vous ont poussé de l'écrire? En fait, pour une raison très simple. D'abord, il n'y a aucun collaborateur ou acteur du Congrès pour la liberté de la culture qui, après la disparition de celui-ci en 1978, personne qui avait travaillé n'a rien écrit, pour des raisons diverses. Bon. Ce n'est qu'après que des personnes ou des auteurs tout à fait étrangers au Congrès ont écrit, parfois en ayant pu interviewer l'un ou l'autre ancien acteur, en consultant des archives. Et quand j'ai lu certains de ces livres, j'ai été effarée par le nombre d'erreurs, parfois presque, je dirais, de mensonges. Et donc, moralement, je n'ai pas eu le choix. C'est en 2004, à peu près, il y a 15 ans, que je me suis dit que ce n'était pas possible que les erreurs, les manques ou les mensonges prennent la place de la vérité. Et moralement, je me suis révoltée. Il y a une phrase de Camus que j'aime beaucoup qui dit « Je me révolte, donc nous sommes ». Et je me suis dit « Je pars au feu et je vais essayer d'écrire un livre en tant qu'ancien témoin et acteur ». Et l'autre question, et ça concerne toujours le temps passé, le livre donne tellement de détails précis, tellement de dates ponctuelles. Il faut que je pose également la question, comment avez-vous écrit ce livre? Quelle était la documentation dont vous pouviez vous disposer? Alors, j'ai d'abord utilisé mes agendas et mon journal personnel que je tiens depuis l'âge de 15 ans. Donc, ça a été une première source. Et puis, j'avais moi-même gardé certains documents, mes rapports trimestriels d'activité, quelques lettres également. Et puis, j'ai été à la recherche d'archives du Congrès qui se trouvent
en grande partie à l'Université de Chicago, et puis également à Lisbonne, à Madrid, en Suisse. Donc j'étais à la recherche pour retrouver mes rapports trimestriels ou annuels d'activité, et puis ma correspondance, des copies, les lettres, donc les copies des lettres que j'avais envoyées, et les doubles étaient restés au Congrès, évidemment. Et donc c'est en rassemblant à peu près 6000 documents d'archives, certains documents une page, d'autres 20 pages, que sur la base donc, de tous ces documents datés et réels, que j'ai pu écrire le livre. Dans ce cas-là, vous avez pratiquement parcouru de nouveau l'Europe pour pouvoir rétablir vraiment les faits tels qu'ils étaient. Mais pour aller retrouver dans des archives avec, disons, en Espagne et au Portugal, puisque nous avions un comité clandestin en Espagne sous la direction de Franco, la même chose au Portugal sous la dictature de Salazar, et c'est comme ça qu'il y avait des archives aussi dans ces pays-là. Bon, le Congrès a été créé en 1950. Pourquoi les fondateurs ont-ils trouvé nécessaire de créer cet organisme pour pouvoir donner aux gens la liberté de penser? Alors, effectivement, il y a d'abord eu un congrès, c'est-à-dire une réunion de quelques jours à Berlin en 1950. Et ceci, suite à l'idée qu'en a eue Michael Josselson 1 an auparavant. Josselson, qui était né dans les pays baltes, dans une famille juive de Lettonie, si ma mémoire est bonne, en 1908, Josselson avait, avec sa famille, émigré à Berlin en 1911. À Berlin, il a fait ses études, et puis après cela, il a vécu à Paris pendant plusieurs années, et en 1938 ou 1939, il a émigré aux États-Unis. Il est devenu citoyen américain en 1942, si ma mémoire est bonne, et c'est comme ça qu'il a dû intégrer l'armée américaine en 1944. Il a vécu à Berlin dans les services d'information de l'armée américaine. Et donc c'est lui qui, quelques années plus tard, étant donné l'évolution du monde, a eu l'idée de créer un congrès pour la liberté de la culture. Donc voilà le départ. Et donc il y a eu à Berlin une réunion de 5 jours avec une majorité de participants européens, américains, mais également latino-américains, asiatiques. Et à la suite de cette réunion de 4-5 jours, il a été décidé de créer un organisme permanent. Voilà pourquoi et comment le congrès est né. Et si vous parcourez un peu l'histoire, parce que entre 50 et 78, ce congrès a existé. Alors donc, au départ, ce qu'il y a eu de plus urgent, on était donc là en 1950, c'était de commencer un programme pour aider des intellectuels, des écrivains, des artistes des pays d'Europe dite de l'Est à l'époque. Bon, parce que le monde ne sait pas, le bon Dieu n'a pas créé le monde en 8 jours comme nous l'avons appris quand nous étions petits, et le Congrès n'est pas devenu lui-même du jour au lendemain. Les choses se sont faites progressivement. Au départ, ce qu'il y a eu de plus urgent pour une équipe qui s'est constituée, qui n'était pas du tout professionnelle, ce fut de commencer par un programme pour aider les tout nouveaux pays d'Europe de l'Est. Et puis ensuite, il y a eu l'Amérique latine, où il y avait des dictatures de droite, évidemment aussi en Europe, l'Espagne, le Portugal, des années plus tard la Grèce, et puis aussi des pays d'Asie, c'est-à-dire le monde entier. Mais tout ça s'est fait progressivement. Ce qui était vrai au Congrès en 1951-52 était élargi
3 ans plus tard, 5 ans plus tard, il a fallu le temps pour que ce réseau mondial puisse se mettre en activité, si je puis dire. Est-ce que vous pourriez expliquer, dans ce cas-là, il ne faut peut-être même pas expliquer pourquoi, ainsi, enfin, c'est justifié ainsi, pourquoi les dictatures au pluriel dans le titre de votre livre? Pour parler de manière extrêmement schématique, hein, il y a eu les dictatures de gauche et les dictatures de droite. Bon. Pour vous donner un exemple, en Amérique latine, le programme du Congrès qui a commencé à la toute fin des années 50, hein, a été pour, disons, aider des intellectuels, des artistes qui étaient en fait victimes de la, entre guillemets, de dictature sur place, qui, elle, était aidée par les États-Unis. Voilà. Dans d'autres pays, comme en Europe, il a fallu aider les artistes, les écrivains, les intellectuels, qui, eux, étaient victimes de dictatures de gauche. Donc, le Congrès, disons, a eu ces programmes qui ont évolué avec, d'abord, les possibilités de l'équipe, et puis le temps et les contacts qu'il a pu avoir progressivement dans tous ces différents pays en Afrique, en Asie, en Afrique, en Amérique. Et je vois que vous avez apporté un document précieux du début. Est-ce que vous voulez nous montrer ou de nous dire quelques mots? Oui, alors, à Berlin, et à la suite de Berlin, il y a un document, voilà le document original, qui s'appelle le Manifeste aux hommes libres, qui est en 20 points, ou 14, excusez-moi. Bon. Je vous lis les 2 premiers points. Premièrement, nous considérons comme une vérité évidente que la liberté d'opinion est un des droits inaliénables de l'homme. Deuxième point, la liberté d'opinion est avant tout la liberté pour chacun de se former une opinion et de l'exprimer, même et surtout quand cette opinion n'est pas conforme à celle des gouvernants. L'homme qui n'a pas le droit de dire non est un esclave, etc. Et ainsi, voilà. Est-ce que vous pourrez mentionner quelques signataires? Quelques signataires de ce manifeste. Ah! Alors, il y a eu évidemment l'ensemble des participants du colloque de Berlin, et puis ce manifeste a circulé par la suite, a été signé alors par, j'ai ici au moins 50 noms, mais des noms de différents intellectuels en Europe, en Asie, en Afrique, Denis de Rougemont, par exemple, en Suisse, Arthur Schlesinger aux États-Unis, un Turc, un Anglais, des Allemands, Suisses, Français bien entendu. Donc ça a circulé à travers le monde et les signataires sont au départ au nombre d'une centaine. Merci. On a déjà évoqué le nom de Pierre-Emmanuel. Vos destins étaient vraiment liés tout au long de ces décennies. Est-ce que vous pourriez évoquer son rôle dans le travail des congrès? Alors, Pierre-Emmanuel a été donc un des grands écrivains, poètes de la Résistance d'abord. Après la guerre, pour gagner sa vie, il est devenu journaliste à la radiodiffusion française et sa mission là était les émissions culturelles à destination de l'Angleterre et des États-Unis au départ. Bon. Ben, il avait envie progressivement d'en faire davantage, mais on lui a dit à la radio française, vous êtes un poète, donc on ne peut pas compter sur vous, sous-entendu un esprit trop libre, donc vous n'aurez jamais davantage de responsabilités. Faites ce que vous voulez.
C'est comme ça que, en 1947, le ministère des Affaires étrangères en France, et c'était en 47, à l'automne 47, a voulu savoir comment fonctionnait en Europe, et notamment dans la future Europe de l'Est, comment fonctionnaient les instituts français en comparaison avec le British Council, le Goethe Institut, etc. Et Pierre-Emmanuel a donc accepté une mission de 2 mois pour faire un tour en Bulgarie, Roumanie, Yougoslavie, Hongrie. Je crois que c'est ça, si ma mémoire. Et il est revenu, il a passé donc 2 mois et demi en Europe dite de l'Est. En revenant, il a écrit une série d'articles dans le journal Une semaine dans le monde. Mais donc, étant donné la date, les articles parlent essentiellement du fonctionnement des instituts français. L'institut, ici, venait d'être créé. Mais ici, à Budapest, ici, ce n'était pas encore... Ah non, ce n'était pas ce bâtiment. Ce n'était pas encore celui-ci. Voilà. Mais dans ses articles, il dit aussi, ce n'était pas tout à fait l'objet de sa mission, mais ce qu'il a découvert, et au fur et à mesure qu'il avançait de la Roumanie à la Hongrie, en passant par Yougoslavie, Bulgarie, il s'est rendu compte de ce qui était en train de se préparer. Et il en a fait part dans son journal. Bon, le résultat des courses, c'est que ces articles qui ont donc paru début 68, il s'est mis à dos toute la gauche française qui, à l'époque, était, disons, je ne veux pas utiliser le mot dictature, mais c'était Aragon qui menait l'intelligentsia française parisienne. Et Aragon a tourné le dos à Pierre-Emmanuel, et à ce moment-là, Pierre-Emmanuel s'est trouvé en France dans la même solitude que 3 ans plus tard, quand Albert Camus a été mis au banc de la gauche française à cause de sa prise de position contre Sartre. Voilà. Et donc Pierre-Emmanuel a vécu pendant plusieurs années dans une très grande solitude. Bon. Alors, pour en arriver donc quelques années plus tard, il avait écrit plusieurs articles dans la revue Preuve, qui était donc la revue française du Congrès. C'est comme ça que les responsables du Congrès, Michael Josephson et son adjoint, ont lu des choses avec intérêt. En 1956, Pierre-Emmanuel a écrit un grand article dans la revue Esprit consacré à la Hongrie, aux événements de 1956 en Hongrie. Et c'est comme ça que, 2 ans plus tard, ils ont proposé à Pierre-Emmanuel d'intégrer l'équipe permanente du Congrès, lui en tant qu'écrivain, que poète, et qui avait un grand souci de la culture, mais de la culture pas comme objet de consommation, la culture, qu'on soit croyant ou incroyant, peu importe, mais la dimension spirituelle de la culture. Et c'est comme ça donc qu'il est entré au Congrès, où on lui a laissé carte libre pour faire ce qu'il voulait, et il a assez rapidement eu l'idée notamment d'organiser des colloques où on pourrait mélanger des Européens, en particulier parce qu'il s'est occupé surtout du programme espagnol et donc moi-même, du programme européen, et moi-même, qui suis arrivé au Congrès 4-5 ans plus tard, je l'ai aidé pour tout cela, et nos colloques, nous essayons le plus possible de mélanger des participants de tous les pays européens, et en particulier, alors plus particulièrement, qui étaient victimes de dictatures de gauche ou de droite. Formation de mathématicien et de sciences physiques, vous étiez professeur dans l'enseignement secondaire.
comment avez-vous rencontré Monsieur Pierre-Emmanuel et comment cette reconversion, disons, s'est-elle produite? J'ai rencontré Pierre-Emmanuel grâce à un écrivain espagnol qui avait été exilé, qui avait dû s'exiler en France après la prise de pouvoir de Franco à la fin de la guerre civile. Bon. Cet écrivain espagnol qui s'appelait José Bergamin a pu rentrer en Espagne en 1958, après 20 ans d'exil. Et moi-même, je l'ai connu, j'étais étudiante en chimie à la Cité universitaire à Paris. Et Bergamin, qui était donc à ce moment-là encore en exil, qui était plus âgé que mon père, ben, il y a eu une amitié qui est née entre la jeune étudiante que j'étais et puis ce monsieur qui me paraissait très vieux. Il était plus âgé que mon père. Et donc, une grande amitié est née. Il a pu rentrer en Espagne en 58. J'ai été le voir l'été 62. Et à ce moment-là, Bergamin avait très peur, soit de se faire assassiner par les communistes à Madrid, qui auraient mis cette mort sur le dos des franquistes, soit l'inverse. Et il m'a demandé que dès que je rentrerai à Paris, d'aller voir ses 5 plus proches amis pour leur dire que s'il lui arrivait quelque chose, il ne fallait surtout pas croire les versions officielles. C'est comme ça que les 5 amis qui m'ont demandé d'aller voir, j'en connaissais 1 ou 2, les autres je ne les connaissais pas, et parmi les inconnus, il y avait Pierre-Emmanuel, que je connaissais de nom, mais c'est tout, et donc j'ai été voir Pierre-Emmanuel dès mon retour pour lui communiquer le message de Bergamin. Bon. Et voilà comment est née l'amitié entre Pierre-Emmanuel et moi, et puis c'est 2 ans plus tard que Pierre-Emmanuel est arrivé un jour chez moi en me disant « Mon assistante s'en va parce qu'elle va se marier. C'est un poste à mi-temps. Est-ce que vous le voulez ?» Et comme les grandes décisions dans la vie, on ne réfléchit pas, on réagit à l'instinct. J'ai dit d'accord. Voilà. Vous n'avez jamais regretté. Vous avez déjà évoqué en quelques mots l'activité vers l'Europe centrale et orientale du Congrès. Quand ces relations, cette aide vers ces pays-là s'est intensifiée? Mais alors, ça s'est fait donc progressivement et en fonction, et d'après les contacts humains qu'avait le Congrès, progressif et au fil du temps. Quand je suis arrivée, venait d'être publiée l'anthologie de la poésie hongroise. Bon. Après, il y a une anthologie de la poésie polonaise, et ensuite une anthologie de la poésie roumaine. Bon. Il se fait que Ladislas Garat, qui vivait à Paris depuis la fin des années 20, si ma mémoire est bonne, Ladislas Garat avait commencé tout seul à préparer cette future anthologie, et d'après une méthode tout à fait innovante. C'est-à-dire que Garat avait fait le choix des poètes à intégrer dans son élan, avait donné à des Hongrois qui parlaient bien le français, connaissaient bien le français et qui habitaient Paris, il leur a demandé de faire une traduction littérale, mot à mot, donc des poèmes, et ensuite, et c'est ça la grande idée de Garat, ces traductions littérales ont été distribuées parmi des poètes français qui ne connaissaient pas le hongrois et qui ont ensuite continué la traduction pour en faire une traduction littéraire. Ça a été au fond la grande idée de Garat et qui a été prémonitoire. Bon, c'est comme ça que ça a commencé. Ensuite,
le Congrès a publié après une deuxième... Et alors, c'est Pierre-Emmanuel et Garat qui sont devenus directeurs de la collection publiée par les éditions du Seuil. Ensuite, il y a eu l'anthologie de la poésie polonaise, dont Garat ne s'est pas du tout occupé, évidemment, parce que c'est quelqu'un qui travaillait au Congrès pour la liberté de la culture, Konstantin Jelenski, polonais d'origine. C'est lui qui a fait l'anthologie, Pierre-Emmanuel et Garat étant donc simplement les directeurs de la collection. Bon. Et puis il y a eu une anthologie suivante, l'anthologie de la poésie roumaine, et si ma mémoire est bonne, qui a paru après la mort de Garat. Et au fond, quand Garat est mort, c'est Jelenski qui l'a remplacé pour la direction générale avec Pierre-Emmanuel de ces anthologies. C'est comme ça que la troisième anthologie, c'était l'anthologie de la poésie roumaine. Bon. Et puis, on a commencé à travailler, on a confié à quelqu'un au Portugal pour faire une anthologie de la poésie portugaise, mais donc, dont Garat m'a apporté le dossier quelques jours, enfin, 8 jours, je ne le savais pas, avant son suicide. Il m'a apporté ce dossier, ainsi que tous les livres qu'il avait reçus de Pierre-Emmanuel et qui lui étaient dédicacés. Il m'a apporté ça à mon bureau, en me disant « Roselyne, on va repeindre mon appartement, je n'ai pas envie que ces dossiers, ces livres soient couverts de peinture ou leur arrive quelque chose. Est-ce que vous pouvez les garder pendant la durée des travaux ?» Il s'est suicidé 8 jours plus tard. Donc, j'ai compris à ce moment-là que ça avait été son testament spirituel, hein, pour que les choses puissent continuer après lui. Voilà. Et donc, effectivement, on a terminé. Et puis, l'anthologie de la poésie portugaise, moi, je me suis retrouvée avec ce dossier. J'ai été au Portugal, etc. Mais c'était très lent parce que je n'avais pas le secrétariat et la disponibilité suffisante. Et un beau jour, nous avons appris que les éditions Gallimard venaient de publier une anthologie de la poésie portugaise. Donc, tout notre travail, pas complet, évidemment, c'était pour rien. Et ça a été la fin de ces 3 volumes. Est-ce que c'était uniquement, si je dis uniquement, évidemment, c'est entre guillemets parce que c'était un travail énorme, mais oui. Est-ce que c'était uniquement la série d'anthologies où il y avait d'autres activités également en direction de ces pays-là? Ah, bien entendu. Nous avons... Mais tout a été progressif, hein, il a fallu du temps. Nous avions... alors, pour l'Espagne et le Portugal, n'en parlons pas, mais donc pour les pays d'Europe de l'Est aussi, on invitait des participants à des colloques qui avaient lieu en France ou ailleurs. Alors, ils venaient ou ils ne venaient pas, s'ils recevaient le visa ou pas, c'est autre chose. Nous leur offrions également des bourses de voyage sans colloque, et puis on envoyait des livres. Mais on n'envoyait des livres que à la demande. Ce n'est pas nous qui décidions d'envoyer des livres à un tel, sauf exception. Par exemple, quand une nouvelle édition d'un livre de la philosophe Simone Weil paraissait, ben nous savions que Janusz Pilinski était un fou de Simone Weil, et donc là, nous prenions l'initiative de le lui envoyer. Mais sinon, par principe, pour ne pas être accusés de propagande, nous ne répondions que aux demandes de livres qui nous étaient adressés. Voilà. Merci. Et on va encore évidemment parler, mais ce sera le tour des témoins aussi. Monsieur O'Sullivan, pendant les 28 ans de l'existence du Congrès, et pratiquement dans 35 pays à travers le monde, vous qui avez suivi de près la scène internationale, quand avez-vous entendu parler la première fois de l'activité du Congrès? Well, I first learned about it because of its fruits.
here in Hungary, and my receiving at my local the magazine Encounter, and I found reading Encounter every month regularly. First of all, gripping. I never missed an issue. Secondly, it was an education. It brought me into contact with elements of the civilization, philosophy, music, criticism, the latest novel, and where it fitted into the various grand traditions of the novel. These were things which, to a young and relatively hungry mind, I don't want to boast, but they were absolutely precious. And at the end of, when I left that college after about 5 years, I really had been given a thorough education in the achievements of the Western civilization of every kind, not all of them in depth, plainly, but which gave me a picture of the civilization. Occidentale, et j'ai pu faire un tout petit peu la comparaison entre la culture française, britannique et américaine, bien sûr. Et j'ai pu également comparer ces éléments avec ceux d'autres pays. Et ce qui était aussi intéressant, c'est que j'ai dû écrire. Et j'ai pu rencontrer beaucoup de gens, des gens que je connaissais déjà auparavant, j'avais connu avant. Et puis après, il y avait aussi ceux qui écrivaient des articles politiques ou en Angleterre ou aux États-Unis. Et je connaissais leur façon de penser. Et bien sûr, j'ai été vraiment intéressé par l'histoire de cette organisation. Et également, il y avait donc un historien donc du Congrès qui est décédé l'année dernière et qui s'appelait Peter, qui était un de mes amis. Et il a publié dans plusieurs magazines. Et quand moi-même je suis devenu éditeur et j'ai commencé à travailler avec Cogin, nous sommes liés finalement et nous sommes devenus des amis proches. Donc il m'aidait beaucoup par ses conseils. Donc je pense que la meilleure façon de connaître le Congrès, c'était de lire. Et il fallait également comprendre le fait qu'il y a des gens qui ne sont pas libres, qui ne peuvent pas lire ce qu'ils veulent. Et si nous arrivons à faire parvenir ces livres fraîchement édités qui étaient consacrés donc à ce sujet, c'était bien entendu un pas très important. À l'époque, je parlais déjà avec des gens de ce genre et qui étaient ravis de recevoir des livres de la part du Congrès, qui étaient également ravis de recevoir des invitations pour les différents événements organisés par le Congrès. Donc si je regarde tout ça de l'extérieur, j'ai l'impression qu'au moment où le rideau de fer est tombé et le mur de Berlin est également tombé, il y avait déjà des amitiés très fortes qui existaient entre ces intellectuels. Et il y avait parmi ces gens des personnes qui ont pu aller de l'avant, qui ont pu aller travailler auprès des centres de recherche intéressants ou auprès de bibliothèques, etc. et qui étaient donc connus. Et comment vous dire, beaucoup de portes se sont ouvertes devant ces personnes et une partie de ces gens sont devenus des leaders politiques dans les pays qui venaient donc de faire le changement politique. Alors si nous regardons la musique, il y a un grand nombre de musicologues, des experts en musique, etc., qui sont devenus des leaders importants. Donc, je pense que c'est grâce au travail du Congrès que cette procédure est devenue une procédure paisible et ces intellectuels attendaient
Une petite question encore. À partir de... Parce que vous avez parlé de l'importance de la lecture. Est-ce qu'il y avait des personnes que vous avez connues après, et il y aurait éventuellement une amitié également qui s'est créée à partir de ces lectures que vous avez eues sur le travail du Congrès? Well, since we're in Hungary, I can moi, en concernant la Hongrie, en fait, on peut parler de Arthur Koestler, notamment, qui était donc moi, j'ai lu Darkness at Noon, et c'était grâce à cette lecture que je me suis lié d'amitié donc avec Arthur Koestler. Et donc, dans un très grand nombre de cas, j'ai été donc invité à droite à gauche. J'ai eu la chance de rencontrer lors de différentes dîners personnellement Arthur Koestler. Mais voilà, donc vos questions ne sont pas faciles à répondre. En fait, j'ai rencontré également des intellectuels italiens très intéressants, des intellectuels allemands très intéressants. Je commence à confondre en fait leurs noms au bout d'une période aussi longue. Camus, par exemple, j'ai pas réussi à le rencontrer puisque il est décédé en 58. Mais le fait, c'est que le Congrès est devenu une sorte de lieu de rencontre des plus grands esprits. James Burnham, par exemple. Mais lui, il a quitté très rapidement le Congrès, James Burnham, parce qu'il avait l'impression que nous n'aurions pas d'outils suffisamment forts pour que le Congrès devienne une sorte d'arme face aux Soviétiques. Lors de la guerre du Vietnam, nous avons vu que beaucoup de choses se sont passées et beaucoup de choses qui lui ont donné raison finalement. Donc, en fait, lui, c'était une critique de l'intérieur. Mais le Congrès, à l'époque, n'avait pas beaucoup de critiques extérieures. Donc, lui, c'était un personnage très intéressant et je pense que les gens le connaissent surtout à cause de son débat avec Orwell. Mais en tout cas, il était un des personnages principaux parmi les conservateurs et à partir de ses œuvres, on pouvait en fait constater comment le monde conservatrice voyait. En 1966, l'article de New York Times sur le financement du Congrès par la CIA n'a pas encore inquiété le secrétariat international parce qu'il y avait trop d'inexactitudes dans l'article. Écrivez-vous dans le livre, mais celui de New York Herald Tribune et Washington Post l'année d'après, sur les subventions distribuées par la CIA par l'intermédiaire des fondations américaines, notamment au Congrès, a causé de changements profonds dans la vie du Congrès. Pourriez-vous nous faire le point sur cette affaire dite de la CIA, parce que ça a fait beaucoup de rumeurs après? Alors, si on remonte au début du Congrès, comme je vous le disais tout à l'heure, Josselson avait été intégré à l'armée américaine, service d'information à Berlin, donc en 1944-1945. Et au fond, ce service d'information de l'armée américaine a été l'ancêtre de la CIA. Bon, quand, quelques années plus tard, Josselson a eu l'idée de créer le Congrès, il fallait de l'argent pour ça. Et il a été voir des copains, d'anciens copains de l'armée américaine, qui maintenant étaient des membres de la CIA.
il faut bien imaginer la CIA à l'époque. Je ne sais pas combien d'agents ils avaient, enfin plusieurs milliers. Bon. Mais ces agents américains, ils étaient, comme c'est encore aujourd'hui le cas, ça allait des démocrates les plus libéraux, socialistes, peut-être certains membres du Parti communiste clandestin américain, je n'en sais rien, et ça allait jusqu'à la droite la plus extrême. Bon. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, la CIA avait un budget gigantesque dont il ne devait pas rendre compte devant le Congrès américain. La CIA en faisait ce qu'il voulait. C'est comme ça que d'anciens camarades de l'armée de Josselson lui ont donné de l'argent, sans condition, bien entendu. Josselson aurait préféré ne pas créer le Congrès plutôt que dépendre de certaines conditions politiques. Bon. Et en fait, c'est comme ça que ça a marché pendant des années, jusqu'au jour où il y a eu donc, les bruits d'abord en 1966 et puis en 1967. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Mais c'est tout simplement que des membres républicains de la CIA n'ont pas admis, parce que ça j'ai eu après, j'ai fait mes petites investigations, les bruits selon lesquels le Congrès était subventionné par la CIA est venu de membres républicains de la CIA qui n'admettaient pas les prises de position du Congrès ou de ses revues contre la guerre du Vietnam. Et c'est pour ça qu'ils ont décidé de couler le Congrès en divulguant la source des revenus. C'est aussi, je dirais, c'est aussi bête et aussi simple que ça, mais voilà la réalité. Et ce qui m'a été confirmé des années plus tard à New York par un des dirigeants de la fondation Ford qui m'a dit, mais c'est la CIA elle-même qui a lancé les bruits, les républicains de la CIA, pour couler le Congrès, qui était trop démocrate à leurs yeux. Et quels étaient les changements qui ont survenu après, à cause de cette, cette déclaration parue dans la presse? Mais disons qu'à ce moment-là, c'est la fondation Ford qui a accepté de, si vous voulez, de reprendre comme source financière, de reprendre le financement, mais avec une somme déclinante d'année en année, et c'était au Congrès à trouver les compléments. Bon. Et à ce moment-là, le directeur responsable administratif du Congrès, c'était un ancien de la fondation Ford, Shepard Stone, qui n'a pas réussi à trouver l'argent nécessaire. Et c'est comme ça que finalement, c'est en 1978 que le Congrès a disparu, faute de financement. Et il s'agissait également d'une fondation que vous avez créée encore avec Pierre-Emmanuel. Est-ce que vous pourriez dire quelques mots là-dessus? Oui. Alors, il est évident que pendant toutes ces années, quand on a commencé ce que j'appellerais schématiquement le programme Europe de l'Est, il n'était pas question d'écrire avec du papier à lettres Congrès pour la liberté de la culture. Donc, on avait inventé, je ne sais pas là encore, on avait inventé le comité d'écrivains et d'éditeurs pour etc. Truc neutre qui n'existait pas, mais il y avait du papier à lettres. Mais à un moment donné, on s'est dit, il faut, disons, administrativement être. Et donc, c'est comme ça qu'en 1966, nous avons créé une nouvelle association, comme le Congrès relevant du droit suisse, avec le siège à Genève, et qui s'appelait donc la Fondation pour une entraide intellectuelle européenne. Bon, et ça, sur du papier à lettres, ça passait beaucoup plus facilement que liberté de la culture. Et c'est comme ça donc que nous avons commencé de la correspondance officiellement sous ce nom-là. Mais en fait, tout ça, c'était la même chose. C'était le même travail. Et que
c'est la fondation alors qui, sous son nom, a envoyé les livres en Europe de l'Est. Et alors, à propos d'envoi de livres, comme je vous le disais, on n'envoyait pas des livres de notre propre chef. C'est parce qu'on nous les demandait. Bon. Et ces livres étaient envoyés par la poste. Et en général, ils arrivaient à leur destinataire. Bon. Mais parfois, il y avait des paquets qui nous revenaient. Et j'ai ici un document qui date de 1972, retour des paquets de Hongrie. Bon. Convention de Tokyo, article 29. Objets prohibés dont l'importation et la circulation sont interdits dans le pays de destination, la Hongrie. Sont interdits en même temps que tabac, parfum, orange et mandarine, toute publication portant atteinte aux intérêts politiques ou économiques de la Hongrie, à l'ordre social. Pour autre publication ou film, nécessité d'une autorisation préalable du ministère de la Culture populaire. Voilà. Alors, exemple de livres retournés interdits, des livres de l'écrivain bulgare Tsvetan Todorov, des livres du poète français André Breton, du théologien français d'origine russe probablement Paul Evdokimov, et même les essais de Montaigne, interdits, comme les mandarines. Voilà. Merci pour ce document précieux également et rappelons encore la date 72, c'est-à-dire ce n'était pas juste après 56. Chère Maria, chère Iko pour les amis, vous avez travaillé également avec le Congrès. Si je dis travailler, c'était vraiment une entraide au premier sens du terme, c'est-à-dire vous avez reçu des documents, mais vous avez également aidé le travail du Congrès. Comment? Eh bien, j'ai été d'abord bénéficiaire du Congrès, bénéficiaire innocente et ignorante, il faut que je vous dise, parce que j'ai profité des envois de livres et également des abonnements à des journaux. Et ce qui est intéressant, que j'étais tout à fait ignorante d'où venaient ces livres et comment ça fonctionnait. Pourtant, j'étais en termes proches, je dirais même des termes amicaux, avec les personnes clés de la Fondation, d'abord du Congrès. Et si vous permettez, je vais continuer sur un ton plus familier, c'est-à-dire plus attaché à ma famille. Après 56, après la révolte et la révolution hongroise de 56, à Paris, Ladislas Gara, dont nous avons entendu parler, avait commencé un travail frénétique de publication de livres, édition de recueils, de poésie, de volumes, de prose, profitant naturellement de la sympathie politique pour la Hongrie. J'ai été témoin de son travail, j'ai vu comment il a préparé cette anthologie de la poésie hongroise. Il était en contact avec des écrivains et des poètes français. Et j'ai vu tout le travail qu'il faisait et je ne me suis jamais demandé d'où venait l'argent, qui a financé, comment est-ce qu'il a réussi à faire travailler tant de poètes et d'écrivains français. Bien sûr, j'étais une toute jeune fille, j'avais d'autres idées en tête, mais plus tard... quelques années plus tard, c'est par Gara que j'ai connu Pierre Emmanuel, qui
était un grand ami à mon père, Pierre-Emmanuel, d'une bonne dizaine d'années, le cadet de mon père. Il avait de l'estime pour mon père, il lui a dédié un poème en 1957. Donc Pierre-Emmanuel était de toute gentillesse avec moi. J'ai connu Pierre-Emmanuel et par Pierre-Emmanuel, j'ai rencontré Roselyne avec qui nous sommes devenus amis. Mais je ne voyais absolument rien du travail de la Fondation et quelques années plus tard, déjà dans les années 60, revenu en Hongrie, nous avons commencé à recevoir ces fameuses listes de livres. Je dis nous parce que, en principe, c'était mon père qui avait reçu les listes, mais c'est moi qui ai fait mon choix. Et nous avons reçu effectivement tous les livres, des livres de sociologie, de sciences sociales, mais aussi de littérature, des livres d'histoire de l'art. J'ai toujours sur les rayons de ma bibliothèque le musée imaginaire d'André Malraux qui venait de sortir à ce moment-là en livre de poche. Ce n'étaient pas des livres chers, c'était des livres, surtout des livres de poche, mais qui venaient régulièrement et aussi des abonnements de journaux. C'était sensationnel, vous savez, dans les années 60, pour ceux qui vivaient en Hongrie. C'était un peu comme, vous savez, lire. Pour moi, à cette époque-là, je n'étais plus une toute jeune fille alors, mais pour moi, la vie, c'était... La vie était ailleurs. La vie, pour moi, était à Paris. La vie artistique, littéraire, tout ça, ça se passait à Paris. Et recevoir ces livres et ces journaux et ces revues, c'était comme si dans une pièce sombre, par l'entrebâillement d'une porte, un rayon de lumière entrait. Encore quelques années plus tard, mon père également a reçu une lettre alors de Roselyne que nous connaissions bien sûr, qui a écrit cette fameuse lettre c'est-à-dire demandant à mon père de suggérer des candidats pour des bourses de voyage et des bourses bien sûr très modestes, destinés non pas à des étudiants, mais à des universitaires, des écrivains, des artistes, c'est-à-dire des gens qui ont déjà accompli quelque chose, qui ont déjà fait quelque chose, qui ont mis déjà quelque chose sur la table. Pierre Quindet, dans son article sur le livre de Roselyne, en lutte contre les dictatures, dit que cette aide qui venait à ce moment-là de la Fondation ne touchait qu'une élite intellectuelle. C'est vrai, mais il ne faut pas oublier que cette élite intellectuelle en Hongrie était assez large. Et en plus, cette élite intellectuelle avait appartenu à l'opposition politique, dont autrement, sans cette aide, on n'aurait jamais eu ce rayon de lumière. Je ne veux naturellement, je n'ai pas la liste des personnes que nous avons, alors à ce moment-là, à l'aide de mon mari surtout, qui connaissait beaucoup de monde dans cette élite intellectuelle de l'opposition. Je ne voudrais pas révéler l'anonymat et je n'ai pas la liste de toutes ces personnes, mais naturellement, la liste était longue. Et... ce que j'aimerais dire encore, que même à cette époque-là, c'est-à-dire c'était au début des années 70, je savais qu'il y avait une fondation, mais je n'avais pas d'idée de son fonctionnement, de son étendue et de son financement. Et c'est simplement maintenant, en rétrospective, en ayant lu le livre d'entretien de Roselyne, que j'ai compris comment ça fonctionnait. Et c'est en rétrospective que je me rends compte qu'il y avait ici quand même une contradiction incroyable, c'est-à-dire d'une part, il y avait une fondation qui devait
fonctionner selon, intégrée dans le système légal du pays où elle a été enregistrée et donc devait fonctionner selon les critères et les lois d'un pays, donc devait avoir une structure ouverte et formelle, et d'autre part le fonctionnement qui était de bouche à oreille, tout à fait informel et je dirais secrète jusqu'à la fin de son fonctionnement. Comment est-ce qu'on peut concilier deux points aussi contradictoires et aussi opposés? C'est maintenant que je me suis demandé et j'ai tout de suite trouvé la réponse qui était aussi également dans ma pratique, c'est que l'activité devait se reposer sur la confiance absolue des personnes qui étaient involvées parce qu'il n'y avait pas de contrôle. Il n'y avait pas de contrôle légal. Donc, il fallait avoir confiance les uns dans les autres. Et je sais que notre temps est bien mesuré. Il y a un dernier point que j'aimerais toucher et ce sont plutôt les mots de remerciement que j'aimerais ici exprimer. J'aimerais que cette table ronde et notre petit débat soient considérés comme un signe de gratitude pour tous ceux qui ont travaillé, pour tous ceux et toutes celles qui ont travaillé pour cette association, cette fondation, ce congrès, ceux et celles qui ne sont plus avec nous et celles qui est toujours avec nous, Roselyne. Alors, merci Roselyne. Merci. Et je tourne maintenant vers M. Savoyer. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous avez des souvenirs personnels sur l'activité du congrès, éventuellement autour de l'anthologie, autour de Gora aussi? Merci. Alors, j'ai des souvenirs, mais disons un peu confus. Enfin, je n'ai pas de journal intime comme Roselyne Chenu pour évoquer ces temps-là. D'autre part, moi aussi j'ai été en rapport dès mon premier séjour parisien avec Ladislas Gora, donc je crois que c'est par Gora que j'ai fait la connaissance d'autres personnes, notamment un de ses collaborateurs, un Hongrois de Paris, Hongrois de 56, Gyula Sipos. Alors, Gora m'a envoyé chez lui, dans son appartement, plein de livres. Et il y avait une pièce où on pouvait piocher, enfin choisir des livres qui ont été, pas publiés, mais achetés, je pense, par le Congrès. Bon, alors, il faut dire que c'était extrêmement important pour moi. Alors, la dictature dont parle Roselyne Chenu, pour moi, c'était 56, c'est la dictature soviétique ou russe, comme dirait De Gaulle. Et en plus, pour citer encore un de vos mots, la version officielle était insupportable. Donc, tout nous a été expliqué par le gouvernement, par la presse du gouvernement. Il n'y avait pas de variante là-dedans, un discours, disons, poli et uni. Donc, il fallait trouver d'autres sources. Et je pense surtout à la revue que vous avez mentionnée tout à l'heure, donc la revue Preuve, couverture jaune. C'était une revue mensuelle, je pense, n'est-ce pas? Ou bimensuelle? Mensuelle. C'était une revue
d'excellente qualité. Et je me rappelle très bien d'avoir attendu toujours l'arrivée de cette revue avec impatience. Et ce que j'ai retenu, depuis beaucoup de temps ont passé, c'est surtout la littérature publiée par Preuve. Donc, grâce à Konstantin Jelenský, que vous avez mentionné également tout à l'heure, Preuve a publié les nouvelles ou extraits de romans de Witold Gombrowicz. Et un autre auteur que j'ai découvert grâce à Preuve, c'est Borges. C'était très important parce que le discours unique que nous avons entendu à cette époque-là est insupportable. Donc, ces écrivains-là m'ont montré qu'il y avait plusieurs versions possibles et non seulement la version officielle. Bon. Merci. Chère Roselyne, pour conclure, parce qu'évidemment, on ne peut que cesser la conversation, quand même une question peut-être un peu plus personnelle. Déjà, Peter Kende a évoqué dans son article sur votre livre, ce livre est en quelque sorte une autobiographie aussi. Et vous qui avez tellement donné aux autres dans le cadre de ce congrès, de cette fondation, qu'est-ce que vous avez reçu, moi je dirais en contrepartie, entre guillemets, qui vous a touché, pas uniquement touché l'esprit, mais touché le cœur aussi? Je dirais que ce travail pendant plus de 10 ans au Congrès, au fond, il m'a ouvert le monde. Voilà. Et c'est vrai que je n'en suis pas sortie dans le même état d'esprit que j'y suis entrée. Parce qu'au fond, j'ai découvert, je dirais, la souffrance humaine, c'est-à-dire la souffrance des gens, pas nécessairement des intellectuels, mais des gens qui pensent, dont la vie est menée par la pensée et la sensibilité. J'ai découvert ce monde inconnu de souffrance intime. Bon. Ça m'a aussi permis, avec, si vous voulez, ces victimes, entre guillemets, de dictature de gauche ou de droite qui venaient à Paris, mon appartement s'est transformé non pas en place publique, mais j'ai régulièrement invité chez moi, c'était beaucoup plus important que de manger dans un restaurant, chez moi, des Portugais avec des Polonais, des Roumains, des Grecs, etc. Bon, et tout ça, il n'y avait pas de différence non plus entre, je dirais, peu de différence entre la vie privée et la vie professionnelle. Parce que je sais quand des boursiers arrivaient à Paris, qui viennent du Portugal ou de Pologne ou de Roumanie, j'essayais, pour que leur petite bourse de séjour puisse durer le plus longtemps, j'essayais de les faire dormir chez des amis ou dans la famille. Ça leur évitait les frais d'hôtel. Donc l'argent mis de côté comme ça pouvait leur permettre de rester plus longtemps. Donc il n'y avait plus de différence, pour moi du moins, entre vie personnelle et vie professionnelle. Et au fond, j'ai appris cela de Pierre Emmanuel, qui recevait chez lui. Combien de fois Pilinski, par exemple, a passé 15 jours ou parfois 3 semaines dans l'appartement de Pierre Emmanuel et de son épouse, parce que ça évitait, comme je le disais, les frais d'hôtel et ça permettait de rester plus longtemps. Donc voilà, c'est le monde extérieur qui est venu dans mon intimité et puis mon intimité qui a servi aussi au monde extérieur. Voilà schématiquement.
Merci, ce n'était pas du tout schématique en tout cas. Merci beaucoup et je sais que nous étions un peu plus longs que prévu, mais je pense que personne ne s'ennuyait. Et s'il y a quelques petites questions de la part du public, nous vous donnons la parole. Très fort. Mon question est pour. Je pose une question à Roger Michel, mais peut-être quelques autres. Étant donné que les buts. Vous avez le micro parce que c'est enregistré. Étant donné que les buts du congrès étaient la diffusion de culture et de la science de l'Occident, en quelle mesure est-ce qu'on pouvait coordonner les efforts avec les instituts ici en Europe de l'Est, avec l'Institut français ou le Goethe Institut ou le British Council? Mais je dirais que c'était quand même très différent parce que les instituts français ou autres étaient soumis malgré tout à certaines directives ou normes politico-diplomatico-culturelles. Nous, on faisait ce qu'on voulait. Et je crois que, disons que les deux étaient complémentaires. Mais on travaillait de manière tout à fait différente. C'était interpersonnel, ce n'était pas inter-institutionnel. Voilà pour vous répondre schématiquement. Dans ce cas-là, presque tout est dit. Et nous remercions vraiment tous les participants, tous les intervenants pour ce débat extraordinaire. Et on ne peut qu'espérer qu'ici, dans la librairie Latitude également, on pourrait acheter d'ici peu votre livre. Et ce sera vraiment ça. Nous avons donné envie de lire, de connaître en profondeur cette activité extraordinaire et très peu connue en Hongrie, je pense. Merci beaucoup.